Alors, Ghislain, qu'avons-nous au menu ce soir? Le menu de ce soir va être, c'est une bonne appellation, le menu du soir va être déjà dans un premier chapitre de pouvoir regarder comment justement ce diamant peut être vu à travers le temps, voir que c'est une histoire passionnante, fabuleuse. Puis ensuite, un deuxième temps pour étudier la forme, la couleur, et pour parler justement de simulation, pour tenter de restituer un certain nombre de choses et répondre à des questions. Et oui, parce que le diamant a disparu, donc il faut bien essayer d'avoir des méthodologies pour essayer de le revisualiser. D'un point de vue de sa réalité tangible, comment était-il serti ? Quels étaient les symboles derrière, les significations? C'est ça qu'on abordera dans un troisième chapitre, assez conséquent et assez important, puisqu'il a appartenu notamment au roi Louis XIV, que vous avez sur la gauche. Puis, dans les deux derniers chapitres, on parlera de nouvelles répliques et d'une autre vitrine, donc des réalités contemporaines, des études sur ce diamant. Exactement, Ghislain. Bon, c'est un bon menu pour ce soir. Assez copieux, mais on aime bien servir des choses non seulement consistantes, mais aussi avec des nouveautés. Alors, commençons cette histoire. Alors, Ghislain, oui, expliquez-nous, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire déjà sur ce diamant, et en faisant référence justement à une conversation précédente que nous avions eue avec, il y a peut-être 2 ou 3 semaines, avec Cécile Lugan de l'école des Arts Joailliers aussi, qui est une grande spécialiste d'un certain Jean-Baptiste Tavernier. En effet, peut-être que vous avez suivi, si vous ne l'avez pas suivi, pas de panique. Jean-Baptiste Tavernier était un grand voyageur, un grand négociant en objets de luxe, en pierres précieuses et en diamants en particulier du XVIIe siècle. Ce personnage haut en couleur, comme vous pouvez le voir sur cette image, a notamment réalisé 6 grands voyages qui ont été décrits et bien présentés dans une série d'ouvrages, justement, qu'il a publiés, de façon à raconter un petit peu l'ensemble de cette aventure absolument sans aucune commune mesure. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur de ces voyages, on a pu identifier un document que vous avez vu s'afficher à l'écran, ce document en grand qui représente 20 des plus beaux diamants que ce personnage a vendus à Louis XIV. Mais il en a vendu plus de 20, on est d'accord 1086 pour être précis, mais très peu de ces diamants sont rentrés dans les joyaux de la couronne. C'était forcément les plus beaux, dont les 2 premiers qu'on a ici sur la gravure. Mais aujourd'hui, on va parler du tout premier. En effet, celui qui est en haut à gauche de la gravure, qui est le grand diamant bleu de Tavernier, que vous voyez ici. Vous pouvez peut-être lire dans le détail, il y a 3 facettes, si j'ose dire, 3 visions. Le dessus, l'épaisseur, avec l'ancien français, l'orthographe, le dessous. Et on peut d'ailleurs identifier 112 3/10 carats avec QU. Donc c'est un vieux caratage qui correspondrait à quoi aujourd'hui? Ah oui, ce sont des carats anciens de Paris. Alors on est... c'est toujours un peu difficile de convertir cela en carats modernes, métriques, mais c'est à peu près aux alentours de 115,4 carats actuels, c'est-à-dire en grammes, plus de 23 grammes. Mais je pense que ce qui est quand même toujours plus frappant de dire, c'est qu'en fin de compte, ce diamant a été acheté pour l'équivalent de 150 kilos d'or. Ce qui est colossal en termes d'acquisition, d'un point de vue du budget, mais ce qui est aussi fabuleux en termes de réalité du diamant, puisqu'il n'y a aucun autre diamant bleu de ce type dans l'histoire qui a une telle importance, une telle histoire, et c'est ce qu'on va découvrir. Alors il fait 3 cm de hauteur, par exemple le dessus, pour vous donner une idée, c'est 3 cm, donc voilà, 150 kg d'or équivaut à ça en diamant bleu, c'est pour vous dire, hein, c'est juste prodigieux. Portable. En termes de taille. Oui, d'ailleurs. Et d'ailleurs, la réalité, c'est qu'aurait pu en faire Louis XIV. Et c'est là qu'il y a une première inconnue, j'ai envie de dire. Le roi Soleil l'acquiert, ça fait partie des documents qu'il ramène sur la planche de Tavernier. Il est précisé le 6 décembre 1668, donc l'acquisition en est faite. Le roi Soleil va ainsi en faire l'acquisition et malheureusement, il n'existe pas de représentation du roi qui porterait ce diamant malgré des attestations qui auraient voulu prouver le contraire. Oui, effectivement. Donc, il n'y a aucune iconographie qui montre effectivement le diamant. D'ailleurs, il y a très peu de portraits de rois de France, de toute façon, qui portent les joyaux de la couronne. Il y avait des bonnes raisons derrière tout cela. On ne voulait pas faire trop de publicité sur les richesses potentielles de l'État. Donc, hélas, on n'a aucune représentation. On a quelques descriptions relativement sibyllines qui nous permettent de nous faire une idée. Mais en tout cas,
on ne sait pas la forme. En fait, si on se base sur des documents d'époque, on n'a aucune idée de la forme de ce diamant. On sait qu'il est délimité par 7 pans. Alors c'est pour ça qu'on a inscrit un heptagone, mais... c'est le minimum qu'on peut avoir en quelque sorte. Exactement. Puis que c'est un heptagone bleu. De toute évidence, encore que, il est décrit violet par ailleurs. Tout à fait, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. La question de vocabulaire est extrêmement importante. Mais cette pièce, par choix de Louis XIV, par, j'ai envie de dire, presque les tickets de caisse de Colbert, en quelque sorte de l'époque, donc le grand ministre des Finances et surintendant des Arts, notamment, la pierre est acquise par le roi Soleil, et on va le voir pour de diverses raisons. Cette pierre va donc intégrer les joyaux de la couronne de France et va passer de génération en génération, de Louis XIV à son arrière-petit-fils et successeur, le roi Louis XV. Et Louis XV qui souhaite... C'est pas vraiment un collectionneur de diamants, mais c'est quelqu'un qui va aider les métiers d'art, on dirait aujourd'hui, et il va souhaiter introduire un certain nombre de pierres exceptionnelles pour y réaliser une pièce que vous avez là à l'écran, qui est un insigne de la Toison d'Or, donc un ordre de chevalerie dont on va vous parler en détail tout à l'heure, et qui véritablement faisait 16 cm de haut, donc c'est quelque chose de fort en termes de volume. Alors c'est un bijou d'homme, c'est un bijou militaire. Là vous voyez un portrait de Louis XV par Quentin de la Tour qui a été exécuté 1 an avant la création de la véritable grande Toison d'Or dont nous allons beaucoup parler aujourd'hui. Et vous le voyez, il porte déjà une Toison d'Or à son cou. C'est le bijou qui pend au cordon rouge que vous voyez qui transparaît sur l'armure, parce que c'est un bijou qui a une connotation militaire. On n'aura pas le temps malheureusement de rentrer dans les détails parce qu'on pourrait faire toute une conversation sur l'ordre de la Toison d'Or et notamment ses variants de joaillerie, parce que mais donc c'est un bijou d'homme, un bijou très conséquent, parce que l'année d'après de ce tableau, il va décider de se faire ce bijou dont vous voyez là la seule représentation d'époque qui était connue jusqu'à environ une quinzaine d'années. On n'avait que cette source-là vraiment certifiée, attestée, et qui date donc de 1762, donc du règne de Louis XV. Et les descriptions d'inventaire, aussi sibyllines soient-elles, nous permettent de savoir que le diamant bleu était localisé donc plutôt dans la partie basse, juste au-dessus de la pelisse du bélier de la Toison d'Or, et que effectivement c'était un diamant visiblement ici octogonal. Donc, vous voyez, déjà, ça se complique, parce que tout à l'heure, de l'époque Louis XIV, on nous parlait de 7 pans. Là, on en a 8, donc déjà, ça va plus très bien. Mais on va voir que ça fait partie de l'histoire. Il y a quelques incohérences qui vont nous intéresser et nous intriguer. Oui. Cette pièce va rester dans les collections des joyaux de la couronne, qui notamment étaient conservées depuis Louis XV et Louis XVI, dans ce qu'on appelait le garde-meuble. Ce garde-meuble qui, finalement, va être le témoin visible en face d'un certain nombre d'événements importants. On sait comment a fini Louis XVI, décapité, place de la Concorde. Nous voici place de la Concorde. Mais ici, on choisit cette image pour incarner finalement d'abord l'arrière-plan. Cet arrière-plan, vous avez les grands bâtiments réalisés par Jean-Jacques Gabriel, l'architecte de Louis XV, pour cette place Louis XV, initialement, aujourd'hui place de la Concorde avec l'obélisque. Au centre, il y avait une statue de Louis XV à cheval. Et si vous regardez cette sorte de fronton un peu de temple à la grecque, vous en avez 1, 2 et 3. Celui le plus à droite, c'est la partie du garde-meuble que l'on voit ici. Et en 1792, le garde-meuble est cambriolé. Des voleurs rentrent à l'intérieur, dérobent un certain nombre de pièces. Un certain nombre de pièces vont être retrouvées, malheureusement pas notre Toison d'Or, et les voleurs vont donc être condamnés à mort, à être décapités juste en face du lieu où ils ont commis leurs méfaits. Voilà. Et effectivement, ils vont trouver l'idée tellement bonne que malheureusement, Louis XVI et Marie-Antoinette vont être malheureusement guillotinés sur cette grande place plutôt qu'à côté du carrousel où était la guillotine auparavant. Et donc, pour préciser ce que vient de dire Ghislain, donc l'hôtel du garde-meuble, maintenant c'est l'hôtel de la Marine, et on attend sa réouverture, non seulement sa réouverture post-Covid, mais aussi par le fait que, comme il a été restauré intégralement à l'intérieur par le Centre des monuments nationaux. Donc on s'attend à bientôt pouvoir le visiter, notamment la fameuse salle des bijoux dans laquelle étaient exposés les joyaux de la couronne. Ce diamant, pendant plus d'une vingtaine d'années, va disparaître de façon quasi totale. On ne sait pas ce qu'il en est advenu. Un peu plus de 20 ans plus tard, apparaît
quelque part à Londres, dans les collections d'un certain banquier anglais, M. Hope, un diamant qui prendra son nom, le diamant Hope. Voilà. Ce diamant va rester dans les collections de la famille, va être ensuite transmis et revendu à des joailliers, notamment M. Pierre Cartier, qui va... Par ses connexions américaines, Pierre Cartier était celui des 3 frères Cartier qui, marié à une américaine, en charge du pôle à New York, va être connecté à la haute société américaine et va rencontrer cette femme que vous avez là, Evelyn Walsh McLean, amoureuse de Pierre, grande porteuse de bijoux, qui va immédiatement en faire acquisition, qui le gardera un certain temps dans ses collections et qui le revendra par la suite à un certain Harry Winston, qui est le grand joaillier américain, qui décidera de le donner à la Smithsonian Institution, le grand musée d'histoire naturelle à Washington, D.C. Il est ici dans sa monture par Cartier, tel que vous le voyez, et c'est aujourd'hui, comme on le dit toujours, la 2e œuvre la plus visitée dans un musée dans le monde. La première, soyons un peu chauvin, c'est la Joconde à Paris par Léonard de Vinci. La 2e des œuvres, c'est un diamant, et c'est celui-ci, ce fameux diamant bleu Hope. Et c'est un diamant bleu qui est connu de quasiment tous les Américains. Alors que je ne suis pas sûr qu'en France, on connaisse tous le Régent, qui est au musée du Louvre, qui est tout aussi beau. Et aussi intéressant historiquement, on est d'accord. Oh là oui. Revenons sur la réalité de la bizarrerie des sources iconographiques. Et c'est là la difficulté, n'est-ce pas, de l'incohérence entre les documents. Et oui, parce que depuis cette histoire que vous avez très bien contée, et notamment à la fin du 19e siècle, un certain Germain Babst, qui était issu d'une grande famille de joailliers parisiens qui ont beaucoup travaillé pour les différentes couronnes de France, qu'elles soient royales ou impériales, enfin surtout royales, publie donc la gravure de cette fameuse insigne de l'ordre de la Toison d'Or de Louis XV dans un ouvrage en 1889 en disant qu'il a été dessiné d'après un moulage en plomb qui aurait été conservé donc dans sa famille. Alors vous voyez tout de suite que notamment si on se focalise sur la pierre qui est juste au-dessus de la pelisse du bélier de la Toison d'Or, eh bien on voit une pierre qui est effectivement qui n'a pas du tout la même forme que celle que Pouget nous avait entre guillemets vendue en 1762, alors que la toison existait déjà et de façon assez anachronique. Germain Babst, c'est sur la base d'un dessin de Hirtz, presque un siècle après le vol et la disparition du bijou, nous publie, nous informe de tous ces détails, non seulement l'avers, mais aussi le revers de ce bijou, avec, vous voyez, énormément de détails sur le facettage, notamment du grand diamant bleu qu'on voit pour la première fois avec vraiment des détails. Alors c'est vraiment intriguant parce qu'on se demande comment Germain Babst, la famille Babst, a pu conserver si longtemps des dessins dans leur famille, enfin des moulages qu'on a cherchés. J'ai été contacté beaucoup d'héritiers de la famille Babst et malheureusement on ne sait pas, personne n'a connaissance de ce moulage en plomb dont mentionne Germain Babst. Et vous allez voir qu'il y a peut-être une bonne raison pour cela. Alors, ce qu'on va pouvoir découvrir, c'est que finalement, on avait besoin de preuves pour pouvoir attester ce qu'était devenu ce fameux diamant bleu. Et pour ça, il fallait retrouver des diamants de belles couleurs, assez conséquents dans les compétiteurs existants aujourd'hui. Et oui, parce que après, vers les années 1858, Ghislain, un certain gémologue français, Barbeau, est le premier à dire que le diamant Hope qu'on voit chez les Anglais à l'époque, c'était avant que Evelyn Walsh McLean l'acquiert via Cartier, pourrait être ce diamant bleu, peut-être le diamant bleu français qui a été volé et puis peut-être retaillé. Et alors depuis, cette hypothèse, ce modèle était celui en vogue chez beaucoup de joailliers qui faisait que, et d'ailleurs Cartier va le dire, et ça sera l'un de ses arguments de vente à Evelyn Walsh McLean, c'est un diamant royal français qui a été volé, enfin une histoire à la fois rocambolesque, à la fois chaude et froide. On ne sait pas exactement comment
prendre l'histoire de quel côté, parce que c'est quand même un diamant volé, hein, voilà, et qui sera un peu le compétiteur américain. Parce qu'on va avoir une sorte, Ghislain, de guerre froide de diamant bleu. Tout à fait, il y avait un autre diamant, et si vous regardez les carats, notamment, on a le diamant Hope qui fait un peu plus de 45 carats, et de l'autre côté, le Tereshchenko, qui s'appelle le Moawad Bleu aujourd'hui, qui fait un peu plus de 42 carats, et qui nous fait d'un côté un diamant en collection américaine, de l'autre en collection russe. On a une vraie guerre froide dans cette affaire, ex-russe en effet, mais qui à l'époque justement nous permet d'avoir deux possibilités, deux candidats pour savoir ce qu'aurait pu devenir le fameux diamant bleu. Et tout ça va rester un petit peu en lice, si j'ose dire, jusqu'en 2007, quand vous avez ouvert un fameux tiroir. Oui, à peine arrivé au muséum, j'ouvre un tiroir des diamants, parce que moi, je dois dire, hein, je ne connaissais pas grand-chose sur les diamants, à part tout ce que tout bon minéralogiste peut savoir sur les diamants, que c'est composé de carbone, c'est formé à haute pression, et j'en passe. Donc, en arrivant au muséum, j'ouvre le tiroir des diamants. Vous le voyez, c'est vraiment la photo de 2008. Alors, il y a des diamants un peu dans la partie du milieu, dans ces petites boîtes noires et blancs, et les petits points blancs que vous voyez au milieu du noir, au milieu de la photo, ce sont des diamants, c'est des Golcondes, hein, c'est des beaux Golcondes du XVIIe siècle. Ils sont malheureusement tout petits, 0,6 carats. Vous avez des tas d'autres choses, vous avez des fleurites violettes, etc. Vous avez des calcopyrites, mais surtout ce qui a attiré mon regard, c'est dans une petite boîte, il y avait donc ce moulage en plomb, ce moulage qui m'a attiré le regard parce que c'était de loin le plus gros diamant de la collection. Alors 3 cm, et j'ai là pour vous une réplique de ce moulage, parce que maintenant il est exposé à Trésor de la Terre, l'exposition permanente du muséum, qui j'espère elle aussi rouvrira bientôt. Alors vous voyez, c'est 3 cm de largeur entre mes deux doigts, 2,5 cm de hauteur et seulement 13 mm dans l'épaisseur. Donc vous voyez, on a affaire quand même à un petit objet, mais qui, quand on calcule le poids en équivalent diamant, donc en convertissant le plomb en diamant, on tombe sur effectivement un poids très proche de celui qui avait été enregistré dans les archives royales sous Louis XIV, d'environ 69 carats, c'est-à-dire ça fait environ 13 grammes, donc vraiment quelque chose d'assez léger. Une très belle pierre. Et du coup, l'étape d'après était de le comparer au candidat numéro 1, c'est-à-dire le Hope. Oui, alors là, ce que j'ai fait, je l'avoue, ce que j'ai fait, je l'ai sorti des collections, je l'ai mis dans ma poche et je suis parti la fleur au fusil donc aux États-Unis pour le comparer au diamant Hope qui, lui, pouvait pour sûr ne pas sortir de la Smithsonian, et Jeffrey Post, le conservateur de la collection de gemmes et de minéraux, que je remercierai toujours encore pendant des années, l'a gentiment desserti de son collier, c'est quand même rarement fait, et on a pu donc les mettre à côté. C'est la photo que j'ai faite sur le moment. Alors je vous avoue que j'ai quand même essayé de faire toucher le moulage en plomb avec le diamant Hope sous les yeux des grands policiers qui me regardaient, qui me fusillaient du regard. J'avais quand même l'espoir que le moulage en plomb allait absorber la matière du diamant bleu et que j'allais pouvoir repartir à Paris avec un diamant bleu au lieu d'un moulage en plomb, mais non, la magie n'a pas fonctionné. Par contre, la magie a beaucoup mieux fonctionné quand on a comparé le contour du diamant Hope à celui du moulage en plomb, et on s'est vite rendu compte que ça avait l'air de bien coller, parce qu'effectivement, le Tereshchenko ou le Moawad Blue est un diamant qui aurait pu coller s'il n'avait pas été trop long et trop peu large, ce qui fait qu'il dépasse, entre guillemets, les dimensions du moulage en plomb, ce que ne fait pas le Hope. Donc, voilà, nous avions un gagnant et je dirais... Vous êtes reparti avec une option plus que certaine et un autre candidat qui était retiré en quelque sorte. Voilà. Et du coup, il nous restait des étapes pour pouvoir essayer de vérifier cette hypothèse, tant par la forme que par la couleur. Voilà, parce qu'on avait fait une analogie purement qualitative avec les contours. Donc là, il fallait vraiment mesurer dans les 3 dimensions, voir si vraiment les 2 diamants pouvaient rentrer l'un dans l'autre. Et ça, il faut le faire par ordinateur. Donc on a scanné le moulage en plomb. Cette fois-ci, je suis parti à Anvers pour faire ce travail. Donc on a placé le moulage dans un scanner, c'est-à-dire
c'est-à-dire un appareil qui fait tourner le moulage en plomb sur 360 degrés et à chaque incrément de rotation, une image est capturée, en fait, est prise. En fait, il y en a des milliers d'images qui sont capturées, qui sont prises et qui sont digérées par l'ordinateur. Et à partir de ça, on obtient un modèle en 3D sans avoir à faire de mesures. Et on a fait pas exactement la même opération pour le diamant Hope, mais une opération similaire qui nous ont permis de les comparer virtuellement, c'est-à-dire sur ordinateur, de façon purement numérique, les deux objets. Et on voit bien qu'effectivement, non seulement sur le dessus, en comparant les contours, le diamant Hope s'inscrit bien dans le périmètre du diamant bleu français, mais sur les vues de côté, les deux vues de côté, on voit bien qu'effectivement, il y a aussi une bonne adéquation. Donc, s'il y avait encore besoin de confirmation, nous l'avons ici, que ce modèle dont Barbault parlait en 1858 était maintenant prouvé définitivement. Et on peut voir d'ailleurs où, de 69 à 45 carats, les éléments ont disparu finalement, oui, et pourquoi on a une forme qui est complètement différente. Voilà, le but des voleurs, Ghislain, c'était de changer la forme du diamant, de passer un diamant de forme triangulaire à un diamant de forme ovale. Et vous voyez même que l'épaisseur n'est pas rigoureusement la même. Donc, ils ont modifié toutes les dimensions du diamant français, tout en conservant un maximum de poids, c'est-à-dire un maximum de carats. Une bonne dissimulation, en quelque sorte. Les gens ont mis 70 ans pour réaliser l'affiliation et presque 200 ans pour la démontrer. Oui. Après avoir compris justement tout ce travail sur la taille, sur les facettes. Maintenant, on va étudier la couleur. Et vous en parliez tout à l'heure, dans les documents d'archives, et que ce soit les factures faites au joaillier Jean Pitan, que ce soit les documents des inventaires de la couronne, on retrouve différentes appellations. Parmi lesquelles... Jean Pitan, juste pour dire, c'était le garde des pierreries de la couronne, Ghislain. Donc c'était lui qui gardait il avait une autorité trésor. De conservateur, un petit peu, de la collection. Oui. Et si vous regardez ce qu'il écrit, vous verrez, il est indiqué diamant violet. Et c'est là la complexité des archives, c'est-à-dire que les documents que l'on a nous montrent en fonction des dates à la fois diamant violet, à la fois diamant bleu. Et c'est pas une période violet, une période bleue, c'est un mélange dans les dates qui nous fait nous poser la question, est-ce qu'il y avait vraiment un diamant violet dans les collections ? Ou est-ce qu'on parle du même ? Voilà, et vous voyez qu'entre 1668 et 1669, le diamant est quelquefois violet, quelquefois bleu. Donc effectivement, on avait aussi un mystère du côté de la couleur. Et effectivement, on sait que quand on a un diamant qui a une structure quasi parfaite, une grande pureté, le diamant dans ce cas-là est incolore. Mais lorsque le diamant, lors de sa croissance géologique dans les entrailles de la Terre, entre 150 et plus de 700 km de profondeur, il incorpore des impuretés, des inclusions, des défauts ou un petit mélange un peu de tout ça. Eh bien, il peut adopter toute une diversité de couleurs qui va du blanc laiteux, ce qui n'est pas l'incolore, du blanc laiteux jusqu'au noir, comme vous pouvez voir là sur la diapositive, en passant par toute une série de couleurs, et comme vous le voyez, incluant le violet et le bleu. Donc il fallait faire toute une recherche de simulation, d'abord avec le Hope, pour retrouver la couleur derrière les facettes. Oui, déjà j'ai essayé de comprendre ce qui se passait avec le Hope, parce que j'ai été très intrigué. La première fois que j'ai vu le Hope posé, desserti et posé sur une feuille de papier, on voyait que le centre du diamant était particulièrement clair. Et ce qui est très bizarre, parce que c'est l'endroit du diamant où il est le plus épais. Alors qu'à l'endroit où il est le plus fin, c'est-à-dire sur tout le pourtour, eh bien, il était parfaitement opaque, il ne laissait pas transparaître le fond sur lequel il était posé. Alors ça défie toute logique, parce que ça devrait être exactement le contraire. Plus c'est épais, plus c'est opaque, et plus c'est fin, plus c'est transparent. Eh ben non, le Hope, c'était exactement l'inverse. Alors bien sûr, en tant que physicien, je pense que j'avais trouvé la solution assez rapidement, mais comme j'étais le seul à l'avoir vu, j'ai attendu de faire des calculs pour démontrer et de publier ces résultats. Alors effectivement, j'ai fait une simulation donc du diamant Hope, et vous voyez bien sur la simulation théorique du diamant Hope qu'au centre, il y a une facette, puisque le diamant se termine en pointe, et qu'il y a une toute petite facette qui est à l'arrière du diamant, et qu'on voit très bien le fond
qui est ici quadrillé lorsque l'on pose le diamant dessus. On le voit presque comme à travers une vitre, en fait, en quelque sorte. Et alors, je me suis amusé à enlever le facettage, c'est-à-dire faire l'inverse d'un lapidaire ou d'un diamantaire qui, lui, rajoute des facettes. Avec l'ordinateur, on peut faire des tas de choses, c'est vraiment formidable. Donc, j'ai enlevé les facettes du brillantage du diamant Hope et c'est ce que vous avez sur la partie droite. Alors, j'espère que sur votre écran, chez vous, c'est pas trop foncé, parce qu'en réalité, c'est vraiment un bleu très clair. Et lorsque l'on fait tourner ces modélisations, vous voyez bien que la couleur foncée est due aux facettes qui délimitent le diamant en sa périphérie, que ça soit une forme en brillant en coussin ou alors une forme purement prismatique. Mais lorsque on n'a pas les facettes comme à droite du coussin, eh bien, on a une pierre qui est un bleu beaucoup plus clair, ce qui nous a fait dire, nous, et puis moi, instantanément, quand j'ai vu le diamant, qu'il avait en fait deux couleurs. Il y a la couleur pour les gémologues, les bijoutiers, qui est la couleur apparente, en fait, qui est la couleur qu'on retrouve dans les certificats, les certificats de gémologie pour les plus grandes pierres, mais qu'en fin de compte, pour des physiciens, des chimistes, des minéralogistes, sa vraie, véritable couleur est un bleu clair. Donc on avait vraiment un prodige sur ce minéral, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi cette notion de couleur qu'on a vue dans les archives avant, qui est une couleur des archivistes et des historiens, où le violet aurait pu être un bleu profond pour eux, voilà. Finalement. Et là, on retrouve cette vision qu'on pouvait avoir de la pierre. Est-elle foncée, est-elle claire, est-elle profonde, est-elle lumineuse, qui sont des cas de figure que finalement chaque personne peut voir avec son œil différemment. Et oui, exactement. Et ce qui nous confirme que l'adjectif violet au XVIIe siècle voulait aussi dire un bleu. Oui, en fait. Le violet aujourd'hui serait plutôt de la pourpre. Finalement, voilà. Avec plus teinté de rouge. Et on le voit dans des documents, c'est qu'on en discutait d'archives, que ce soit Pitan d'un côté ou Tavernier, ils ne voyaient pas les mêmes couleurs, sans daltonisme, mais juste en appellation, en manière de considérer les couleurs. C'est que, oui, les définitions de couleurs n'étaient pas aussi précises et normées comme elles le sont de nos jours. Alors ça peut nous paraître assez bizarre, mais voilà, à l'époque, bleu, violet, c'était à peu près la même chose. Alors maintenant qu'on a retrouvé pour le Hope, comment est-ce qu'on peut faire pour passer du moulage à une simulation, une modélisation où on retrouverait cette même couleur? Oui, effectivement, parce que comme j'étais extrêmement déçu quand j'étais à Washington que le plomb n'ait pas absorbé la matière du diamant, j'étais vraiment très, très perturbé par ça. Alors je me suis vengé d'une autre manière en le faisant sur l'ordinateur et donc en injectant la couleur du diamant Hope dans le moulage en plomb. Mais c'est pas une injection que j'ai fait simplement avec Photoshop ou un logiciel de colorisation. On a vraiment utilisé un logiciel de la physique qui nous a permis de recalculer toutes les propriétés d'un diamant incolore, mais qui se retrouve cette fois-ci coloré en bleu et en bleu très clair, puisque c'est la vraie étape couleur du matériau. Et vous voyez le résultat, c'est que, encore une fois, dans la grande majorité du diamant reconstitué en 2017, eh bien, on a beaucoup de couleurs d'un bleu très soutenu, alors que la véritable couleur du diamant, à l'origine, est un bleu très clair. Donc le facetage a permis de créer quelque chose qui est vraiment un chef-d'œuvre de diamantaire. Oui, alors il y a plein de choses effectivement qu'on peut dire à ce sujet-là. C'est que effectivement, moi je m'attendais à trouver un diamant peut-être un peu plus clair, mais vous voyez que c'est pas partout le cas. Et surtout, on voit en son centre quelque chose qu'on a vu tout à l'heure pour le diamant Hope, c'est-à-dire des facettes centrales beaucoup plus claires que celle qui entoure ce motif central, mais dans le cas du diamant Hope, on avait simplement une petite facette à l'arrière, et on le voit là encore sur ce cliché du diamant Hope, mais dans le cas du diamant bleu de Louis XIV, c'est carrément un grand motif central, vous voyez, qui est en fait composé de 8 facettes. Une facette centrale qu'on appelle un œil, en fait, c'est assez connu, dans les tailles anciennes de diamants, on connaît, c'est un facettage assez courant, qu'on retrouve dans le diamant Hope, cette petite facette tout au centre, mais à l'arrière du diamant, mais dans le cas du diamant bleu, cet œil, entre guillemets, est entouré de 7 facettes triangulaires. Et ces facettes vont prendre la forme d'une étoile, ce qui n'est pas sans importance, puisqu'on sait que c'est une commande précise, voulue par le roi Soleil, et que du coup, c'est un choix. Ça n'a jamais été fait par hasard. Oui, parce que l'étoile, vous allez voir bientôt, va se transformer en soleil. Tout à fait, tout à fait. Et quand on est le roi Soleil, vous imaginez qu'un choix pour une telle pierre ne va certainement pas être laissé au hasard. C'est une commande spécifique qui fait partie d'une mise en scène du pouvoir, finalement.
Oui, exactement. Et on n'a pas trouvé ça, cette information dès le début. Pourtant, on a regardé l'inventaire de 1691 X fois. C'est le seul document qu'on a de l'époque de Louis XIV qui nous décrit le document. Malheureusement, comme je disais, qui nous décrit le diamant, pardon. Malheureusement, on n'a pas de dessin juste à côté. Mais en tout cas, il nous dit, vous voyez, un très grand diamant violet, fort épais, etc. Donc, dans cette description, Ghislain, tout en bas, que lisons-nous? Il y a une mention on voit le détail d'un certiclos en or. Et donc ça nous indique que le diamant était serti de façon fermée, justement, avec une monture en or jaune. Voilà, et lui-même posé sur un bâton. Vous voyez, c'est l'avant-dernière phrase. Oui, dans un bâton d'or émaillé par derrière, estimé 400 000 livres. Alors 400 000 livres, c'est une quantité, c'est plus de 250 kilos d'or de l'époque. C'est pour vous dire, Alors, je vous propose de voir une coupe de la chose. Alors, l'observateur qui regarde donc le joyau est plutôt sur la partie gauche. Et donc là, on voit le diamant bleu en coupe. Donc, il est pris dans cette sorte de certiclos, Ghislain, et puis qui est émaillé à l'arrière. On pourrait y revenir, c'est une ruse, c'est une illusion d'optique de l'époque. Et puis c'est un processus décoratif qu'on aimait particulièrement pour décorer de façon originale l'arrière et donner une forme aussi. Ça se voyait beaucoup dans les boîtes à portraits, dont celle que le Louvre a acquise récemment. Et ça aussi servait à masquer l'or pour qu'on n'ait pas du tout l'impression qu'il y ait, en tout cas vu de l'arrière, de la présence d'or. Allez, alors le bâton, on ne sait pas exactement où il était posé. Était-il posé à l'arrière, c'est-à-dire perpendiculaire à la pierre, ou était-il posé plus à la verticale, un peu comme un peigne ou quelque chose dans ce genre-là? On ne sait pas, et on a les deux configurations possibles. Nous, au muséum, on a certaines pierres qui sont montées du XVIIIe siècle, qui sont plutôt dans cette configuration-là, la tige permettant donc, un peu comme un bâton de glace, vous voyez, de manipuler l'objet sans forcément le tâcher avec ses doigts. Et ça nous donne au final un joyau tel qu'il peut imaginer. Et ce qui est assez intéressant, c'est que cette vision justement de l'œil et des facettes sur la culasse se voit à travers la table, donc la grande facette qui est sur le dessus, et on ne voit pas du blanc derrière, puisque c'est pas sur du papier blanc, mais on voit le sertissage en or, et qui crée une étoile, un soleil doré à l'intérieur du diamant bleu. Exactement, on voit un peu d'or au niveau du serti tout autour du diamant, de l'or aussi sur le bâton, mais effectivement, si on retournait le bijou, de l'autre côté, on n'aurait vu que de l'émail, certainement de l'émail blanc avec des motifs de fleurs, noir et rose, c'était le style parisien de l'époque. Oui. Et alors, la magie du numérique permet de faire bouger le diamant, comme si que je pouvais le faire bouger comme ça dans mes mains pour mieux le considérer, comme disait Louis XIV à l'époque. Et on voit quelque chose d'extraordinaire, Ghislain. On voit justement que le mouvement du diamant et le jeu de la lumière est important et qu'on va se retrouver avec la facette centrale, l'œil qui va toujours être la vision sur cet or, donc cette image du soleil, et tout autour, les 7 rayons en quelque sorte du soleil vont se retrouver parfois dans l'ombre, parfois dans la lumière. 7, ce sont les 7 jours de la semaine. 7, c'est un chiffre solaire, c'est un chiffre d'Apollon qui tirait le char du soleil. Donc c'est toute une symbolique de roi soleil que l'on retrouve là, qui va naturellement, comme le roi pourrait offrir ses privilèges aux courtisans, finalement le soleil va dispenser sa lumière ou la retirer. Oui, c'est tout à fait le thème du ballet de fleurs de 1669. Vous en aviez parlé dans une conversation récemment, où effectivement, on retrouve tout ce vocabulaire du roi qui dispense ses bienfaits à travers le soleil qui réchauffe la nature au printemps. C'est tout le thème, et on est en 1669, c'est-à-dire à l'époque où le diamant bleu est arrivé à la cour, et certainement à l'époque où le joaillier du roi, ou en tout cas ses équipes, et le roi et Colbert commencent à penser à cette symbolique solaire, effectivement. Et point important, on va retrouver cette même symbolique chromatique, finalement, dans la plupart de l'iconographie royale de cette époque, et même au-delà, chez les Bourbons. Si vous regardez le grand vêtement de sacre que Louis XIV possède sur la gauche, dans ce portrait par Hyacinthe Rigaud, vous avez le bleu azur du velours, brodé de fleurs de lys d'or, d'azur et d'or. C'est ce que vous avez sur le blason des rois de France. C'est ce que vous retrouvez dans l'iconographie de cette horloge
complètement d'azur et or au sein de la décoration de la façade côté cour du château de Versailles. La cour de marbre. Hein. La cour de marbre, tout à fait. Et au centre, vous voyez ce qu'on appelle le soleil rhodien, ce visage d'Apollon aux rayons du soleil qui illumine, j'ai envie de dire, à la fois les 12 heures de la journée, mais enfin 24 pour être exact, mais en même temps est positionné au centre du château de Versailles. Voilà, et vous voyez comment, effectivement, le soleil donne l'heure de façon assez vindicative avec ses aiguilles en forme de flèche qui dit ça vient bien du soleil et c'est à destination des heures qui tournent, qui sont tout autour. Donc on voit bien la distribution du pouvoir qui est extrêmement centralisée. D'ailleurs, l'intérieur du château de Versailles, pour ceux et celles qui le connaissent bien, c'est une répartition des grands appartements avec en son centre la chambre du roi. Pas la chapelle royale, la chambre du roi, et tout autour des salons qu'on appelle les salons des planètes, qui montrent que le monde tourne autour, les 7 planètes encore, le monde tourne autour de la figure du soleil. Voilà. Donc c'est un Louis XIV patron des arts, mais aussi, on va le voir, patron des sciences. Et oui, parce que comme il voulait se montrer au centre de toute décision des choses, avec ce pouvoir absolutiste qu'il a essayé donc de mettre en place, donc il va se mettre aussi en scène comme protecteur de la science ou des sciences, et notamment, on résiste pas à vous montrer cette vue de Sébastien Leclerc qui est une visite imaginaire de Louis XIV au Jardin du Roi, c'est-à-dire ici. Il semblerait qu'il ne soit jamais venu, mais bon, on ne sait jamais. Peut-être qu'il est. J'ai envie d'espérer Gardons le rêve. Oui, qu'il est quand même venu, et qu'il était pas loin d'ici à un moment donné. Alors le bâtiment n'est plus le même. Le bâtiment a été reconstruit depuis, et on voit à l'arrière-plan, on voit déjà le roi qui donc visite donc le cabinet du roi, comme on appelait l'ancêtre du muséum avant 1793, et effectivement dans la gravure, on voit des squelettes d'animaux, des sphères armilières, on voit toute une série des objets scientifiques, de la chimie, etc. Donc, c'est le patron de la science, des sciences, qui là visite un établissement scientifique, et à travers les 2 grandes fenêtres, où on voit donc le jardin du roi, qui est en fin de compte le jardin royal des plantes médicinales, ce qu'on appelle maintenant le jardin des plantes, qui est juste à côté, ici. Et à l'arrière-plan, je ne suis pas sûr que la perspective géographique soit des plus réussies, mais par contre, on voit l'observatoire qui avait été donc construit peu de temps auparavant par Louis XIV pour justement avoir une meilleure compréhension des phénomènes astronomiques et en particulier la position exacte du Soleil dans tout ce petit monde. En effet, c'est un point extrêmement important. On le sait, il y a eu ces grands débats sur la Terre est-elle au centre de l'univers, le Soleil est-il au centre de l'univers. Historiquement, le Vatican, Rome, considérait que les propos développés par Galilée, notamment Copernic et autres, d'avoir cet héliocentrisme étaient condamnables. Or, on se retrouve avec un Louis XIV, monarque absolu, roi très chrétien, qui devrait respecter la filiation, bien sûr, du Vatican, mais qui, d'un autre côté, d'un point de vue mise en scène du pouvoir, serait bien arrangé d'avoir le soleil en plein centre, et donc va choisir un modèle qu'il va approuver en 1666, et qui est l'année, d'ailleurs, précise de la mort de sa mère, très pieuse, donc peut-être qu'il y avait un choix par rapport à ça, de montrer que finalement ce qu'il emportait, sa protection des sciences, l'arrangeait aussi, parce que le modèle le mettait lui en valeur en tant que soleil. Absolument, et vous voyez le monde de Descartes et ce livre qui va être autorisé donc avec le privilège du roi en 1666, que même du vivant de Descartes, Descartes dit qu'il il n'avait pas osé le publier de son vivant. Juste, il pensait publier la première version dans les années 1634, mais la condamnation de Galilée lui a dit « Je ne publierai pas ce livre » et il sera publié de manière posthume en 1668. Et comme vous le dites, justement, après les fiers combats de Louis XIV pour son gallicanisme, pour utiliser les mots, contre effectivement les compagnies du Saint-Sacrement, les ultramontains, le parti des Vaux de la Reine-Mère, et ils sont nombreux, à avoir lutté contre, mais le roi avait décidé.
À partir de là, on a toute la symbolique, justement, pour le comprendre. Mais finalement, on va se poser la question de la matérialité, d'essayer de reconstituer, justement, à travers une réplique, ce que fut le diamant bleu de Louis XIV. Oui, effectivement, là, on a vu, je dirais, la casquette scientifique, mais au muséum, on a la casquette non seulement scientifique, mais aussi muséale. C'est-à-dire qu'on fait des recherches, mais on voudrait aussi montrer des objets. Alors, c'est pas facile, puisque malheureusement, le diamant a disparu, donc on s'est lancé dans une campagne de restitution la plus fidèle possible de ce diamant bleu. Et effectivement, on a grâce à une généreuse donation en 2009, nous avons pu créer une première réplique que vous voyez donc à droite. Mais lorsque la compare donc au calcul vraiment exact que j'ai pu faire quelques années après, c'est-à-dire en 2017, vous voyez qu'il y a quand même des différences significatives, déjà sur la couleur. On a une couleur qui est beaucoup trop bleue, beaucoup trop saphir dans la réplique, et puis surtout, on voit plus notre soleil royal au milieu, ou en tout cas le motif qui, quand il est serti dans l'or, va faire que l'étoile va se transformer en soleil. Voilà, donc on s'est remis au travail assez récemment, et c'est un ami américain de New York, John Atleberg, qui a eu une idée extrêmement intéressante, c'est de faire exécuter une réplique incolore dès le départ par notre ami Patrick Dubuc, qui est l'un des plus grands lapidaires au monde au Canada, à Québec, et John Atleberg va mettre cette réplique incolore dans une machine un peu infernale où une sélection très secrète de différents métaux, de l'or, du titane, des terres rares. Je ne connais pas exactement la formule magique, mais c'est vrai que John a dû faire plein d'essais, presque une centaine d'essais différents avant d'y arriver. Et ce cocktail de métaux est vaporisé à 2000 degrés sous ultravide, de façon à créer une sorte de nuage de métal en vapeur, même presque à l'état plasmatique. Et toutes ces petits éléments atomiques, quasiment, vont précipiter et se condenser sur la surface de la réplique sous forme de ce qu'on appelle des nanoparticules. Alors, le nom nanoparticules fait un peu peur, mais là, dans ce cas-là, elles sont parfaitement bien collées, entre guillemets. Dès qu'elles tombent sur la réplique, elles adhèrent quasiment immédiatement. Et donc, quand on fait sublimer ces métaux, eh bien, à un moment donné, quand on a le bon mélange, dans les bonnes proportions, on peut avoir une couleur bleue qui est extrêmement proche de la simulation théorique. Et ça permet d'avoir justement la recréation de répliques plus exactes pour pouvoir avoir cette image qui est absolument extraordinaire sur la gauche, où on a en haut, dans sa monture par la maison Cartier, le diamant Hope de la Smithsonian. Et sur le plateau blanc qui est juste devant, on peut y voir dans la partie supérieure le moulage en plomb dont on parlait au tout début. Et en trio, si j'ose dire, de droite à gauche. À droite, le diamant bleu ramené par Tavernier, dans sa première version, si j'ose dire. Puis ensuite, avec sa monture, nous avons la restitution finalement du diamant bleu du Roi Soleil. Et enfin, une réplique du Hope sur la partie gauche, dont on voit cet œil, on voit la lumière qui passe à travers. Donc ça vous dit la qualité des répliques, parce que quand je vois la réplique du diamant Hope, d'ailleurs on a fait le test avec 5-6 gémologues, on leur a mis à côté l'original et la copie, l'original démonté du collier Cartier, et on a eu 50% de résultats justes et 50% de résultats faux. Donc, très beau travail. Donc on était ravis. Vous avez pu voir qu'il y a eu de belles publications qui ont été réalisées, y compris, j'aime beaucoup celui que vous avez du New York Times qui dit The World's Most Glamorous Quarantine Project, donc l'un des projets, le projet le plus glamour au monde durant la période de la quarantaine, et qui de 2020 nous montre que c'est un projet qui a fait les gros titres, si j'ose dire. Qui a fait les gros titres, surtout aux États-Unis. Un peu moins en France, hélas, mais bon, on va essayer de compenser ce soir. Et effectivement, donc c'est... John Atleberg nous a fait un beau cadeau, Ghislain. En effet, tout à fait. Juste derrière nous, ici, à l'intérieur des collections du Muséum d'Histoire Naturelle, en septembre 2020, John Atleberg a fait le don de cette réplique exacte que vous avez sur la partie droite de ce grand diamant de Louis XIV, ce grand diamant bleu, qui nous permet d'avoir dans les collections quelque chose de visible, juste à côté des répliques des diamants de Tavernier, dont on avait parlé avec Cécile Lugan quelques semaines avant. Et un autre mécénat, cette fois-ci, de l'École des Arts Joailliers.
à fait. Que nous remercions une fois de plus. Et donc, cette vitrine qui est juste derrière nous illustre au niveau de la troisième partie de l'expo Pierres précieuses, comment des pierres précieuses qui sont des instruments de pouvoir pour la monarchie vont devenir progressivement, à partir du début du 19e siècle, et notamment sous le règne de Louis XVIII, c'est-à-dire à la Restauration, vont devenir aussi des objets de science. Et derrière moi, vous avez la véritable, ce sont des vraies pierres cette fois-ci, les vraies pierres de la collection royale, donc de Louis XVIII, de la collection personnelle de Louis XVIII, où cette fois-ci, les pierres précieuses ne sont plus montées sur des couronnes et des sceptres et j'en passe, mais ils sont montés sur des petits socles en bois, avec des petites étiquettes qui décrivent à la manière des scientifiques ces objets, parce que à la manière de Louis XIV qui avait serti le diamant bleu sur une tige pour mieux l'observer, et parce que Louis XIV n'a jamais porté le diamant bleu sur lui ou sur une quelconque couronne, c'était vraiment un objet pour la curiosité, pour regarder cette illusion d'optique. Et bien Louis XVIII va continuer dans cette initiative qui avait démarré à l'époque de Louis XIV, mais qui n'avait pas eu de lendemain, parce qu'au XVIIIe siècle, sous Louis XV, Louis XVI, les diamants sont faits pour les joyaux de la couronne et pour l'apparat et la parade, mais avec Louis XVIII, on obtient ces gemmes de science, et qui seront aussi confortées par une très belle donation qu'il y a eu au muséum, mais on n'aura pas trop le temps d'en parler. C'est des pierres précieuses qui ont été données par le grand banquier américain Henry Philip Hope, dont nous avons parlé juste auparavant. C'est le même de celui du diamant bleu, c'est le même, et peut-être avait-il quelque chose à se reprocher, je ne sais pas, mais en tout cas, il a fait une donation de ces 10 pierres que vous avez derrière nous. Ce qui est intéressant, c'est que dans un type de vitrine comme celle-là, on a le XVIIe siècle de Louis XIV, on a du XIXe à une époque beaucoup plus récente, l'étude justement, et entre les deux, on revient sur ce que vous disiez, le XVIIIe siècle, quand les pièces ont été serties. Revenons justement sur notre histoire de l'insigne de la Toison d'Or. Et oui, parce qu'on n'a toujours pas compris l'énigme qu'on vous annonçait dès le départ, mais qu'est-ce qui se passe avec ces toisons d'or? Donc on a cette représentation de Pouget, on a celle de Babs, enfin, vous voyez, alors on comprend bien que la forme du diamant bleu, maintenant qu'on a retrouvé le plomb donc au muséum, que le dessin de Babs est beaucoup plus précis en ce qui concerne le diamant que du temps de Pouget. Alors c'est quand même étonnant que quand la Toison d'Or était visible par tous à l'hôtel du garde-meuble à la fin du XVIIIe siècle, avant qu'elle soit volée, que cette gravure ait été publiée, parce que tout à chacun pouvait vérifier que c'était une très mauvaise gravure. Tout à fait. Mais voilà. Et fort heureusement, un dessin a été retrouvé, un dessin de 1749 du créateur même de la Toison d'Or, qui était Jacquemin. Oui, il est signé Jacquemin d'Hélinéavit, ce qui veut dire donc le créateur, le joaillier du roi, ou peut-être son fils, qui était aussi garde des pierreries sur Louis XV à la mort de son père. Et effectivement, on retrouve 2 modèles, et on sait qu'effectivement, dans les archives, Jacquemin a proposé au roi 2 prototype de Toison d'Or que vous voyez là, une avec 2 saphirs et une avec 2 diamants bleus. Alors en fait, ça nous permet de bien comprendre que, en fin de compte, le modèle publié par Pouget était en fin de compte un prototype d'une Toison d'Or avec 2 saphirs, mais qui n'a jamais été réalisé parce que Louis XV a préféré le modèle que vous voyez complètement à droite, qui est le modèle avec les 2 diamants. Alors effectivement, on voit qu'on se rapproche pas mal du dessin de Babs, mais si on regarde bien, il y a encore des grosses différences. En effet, il y a un certain nombre d'éléments qui ne sont pas cohérents et en fait, on peut prendre des morceaux de chaque pour essayer de reconstituer. Par exemple, la partie haute, ici chez Babs, ressemble au projet avec les saphirs qui a été rejeté, l'option 2 que Jacquemin avait suggéré. Et puis pour la partie autour du diamant bleu, comme je disais tout à l'heure, là on est extrêmement proche du prototype de toison avec les 2 diamants. Mais par contre là où ça se complique encore plus furieusement, c'est que quand vous regardez la dépouille du bélier qui symbolise la Toison d'Or, on va rentrer dans le détail de cette symbolique assez rapidement, bah vous voyez que en fin de compte, là on a l'impression que Babs s'est inspiré de Pouget. Alors, mais le problème, c'est que le dessin de Pouget, en fin de compte, contient une énorme erreur. Le dessin est renversé, parce que dans toutes les Toisons d'Or, le bélier a sa tête vers la gauche et jamais vers la droite. Et vous voyez même que le dragon de la côte de Bretagne, qui est la gemme rouge qui est au centre, elle n'est pas dans la bonne position. Donc effectivement, Pouget a imprimé ce modèle de Toison d'Or à l'époque, mais il y a eu une erreur d'imprimerie. Ça arrive très souvent à cette époque, où les objets
objets sont renversés en miroir horizontal, comme on dit, mais cette erreur de 1762 se retrouve chez Babs en 1889. Donc on suspecte une sorte, dans le dessin de Babs, une sorte de chimère qu'on peut résumer ici, où la partie haute vient de Jacquemin 1749, la partie médiane de Jacquemin 1749 version B, version diamant, et la partie basse provient de chez Pouget, avec son erreur justement. Et donc ça nous dit que vraisemblablement ce moulage que prétend à posséder Babs dans sa famille, de mon point de vue, il n'a jamais existé, parce que c'est pas possible, tout simplement, et qu'il devait peut-être posséder plutôt une partie de ce moulage, notamment la partie centrale avec le diamant bleu, parce qu'on sait qu'elle est très juste, et qu'il a dû broder les parties manquantes, je dirais, entre guillemets, inventer, extrapoler les parties manquantes, en se basant sur des documents d'époque qui étaient plus ou moins fiables. Donc maintenant qu'on a un dessin précis et qu'on sait de quoi il s'agit, ce projet avec les diamants qu'a choisi Louis XV, on se rend compte que c'est un chef-d'œuvre de joaillerie composé de chefs-d'œuvre des collections des diamants de la couronne. Oui, c'est un peu j'aime bien le dire comme ça parce que je crois que ça le mérite. C'est tout à fait un objet. Au centre, par exemple, nous avons une pierre qui existe encore, qui est un spinel, qui s'appelle Côte de Bretagne, qui est dans les collections aujourd'hui du musée du Louvre, qui est entré dans les collections royales depuis les débuts des joailliers de la couronne de France, en 1530, et qui a été retaillé sur demande de Louis XV pour devenir cette créature dragon que l'on a dans la partie centrale, et qui va souffler le feu, qui, dans la partie basse, est mis en scène par ce superbe diamant bleu dont on vous a parlé, et dans la partie supérieure, en plus des 69 carats de diamant en bas, il y a un autre diamant qui est à peu près 33 carats, et qui est un diamant bleu plus clair, lui aussi des collections, ce qui fait quand même, on a 3 pierres absolument exceptionnelles, qui sont complétées d'autres pierres tout autour, des plus petites pierres qu'on va pouvoir retrouver, qu'on va mettre en valeur, les grandes pierres comme le diamant étant asserties ouverts de façon à laisser apparent la pièce, des pavages de diamants pour faire la queue du serpent, des diamants peints au revers en rouge pour faire les flammes. J'ai envie de dire, on a une pièce qui est un véritable chef-d'œuvre de l'histoire de la joaillerie. Ah oui, c'est totalement inédit à cette époque-là. Les pavages de centaines de diamants, on en compte plus de 450. Et à l'époque, pour faire des micro-sertis pour autant de petits diamants, c'était vraiment une révolution parce que sous l'époque Louis XIV, les entre guillemets pavages les plus extensifs de diamants, c'est une petite centaine au grand maximum. Et là, on passe vraiment à l'échelle au-dessus. Il y en a plus de 450. Et vous avez ces sertis ouverts à griffes, effectivement. Vous avez en fait tout un ensemble. Vous avez aussi ces brillants de 4 carats qui entourent le diamant bleu, qui ont une symbolique bien particulière. On n'aura pas le temps de rentrer dans les détails. On a aussi 3 topazes d'Orient qui sont en fait des saphirs jaunes d'une quinzaine de carats qui ont aussi une symbolique propre, qui est assez particulière. Et surtout, si on se fie au dessin de Babs qui montre le revers de cette toison, mais en excluant la partie supérieure et la partie inférieure sur lequel je ne suis pas sûr de vraiment croire, mais en se focalisant sur la partie autour du diamant bleu, qui nous semble beaucoup plus correcte, on se rend compte que même le revers était de très belle qualité, avec notamment ces brillants de 4 carats en certiclos, avec un travail très fin, très bien finalisé au revers, et une belle finalisation aussi bien à l'avers qu'au revers. C'est l'un des nombreux signes qui attestent de ce que certains pensent, dont moi, que nous avons là à l'un des tout premiers bijoux, sinon le bijou fondateur de la grande tradition parisienne de la haute joaillerie qui va surtout se développer au XIXe siècle. Et à partir du XVIIIe siècle, qui est un des grands moments justement de la joaillerie parisienne, on peut voir qu'on a une pièce extrêmement forte, extrêmement importante, mais aussi extrêmement symbolique, avec 2 parties, une partie supérieure et également tout en bas qui serait grecque, antique, et une partie plus médiévale, plus bourguignonne. Oui, parce que voilà, les toisons d'or, c'est un petit peu compliqué. Là, Jacquemin, il s'est surpassé au niveau gémologique, mais aussi au niveau symbolique, parce que c'est bien la première fois qu'un insigne de chevalerie de la toison d'or va inclure à la fois la mythologie grecque de la toison d'or et effectivement le mythe plus, je dirais, plus légitimiste de la toison d'or. Après, c'est le XVIIIe siècle, c'est tous les savoirs qui se retrouvent
retrouve, j'ai Voilà, envie de dire, ce qui est fascinant. La redécouverte de l'Antiquité, notamment avec Pompéi. Pompéi, Herculanum, au milieu du XVIIIe. Voilà. Et notamment, ce mythe de la Toison d'Or, qui est celui de ce bélier, Chrysomalos, qui est raconté, grand bélier, fils de Poséidon, dont la pelisse était faite d'or, et qui va, à la suite de nombreuses aventures, se sacrifier en hommage à un autre grand dieu qui est Zeus. Sa pelisse va devenir un objet sacré, qui va être notamment mise sous protection sur un arbre d'or aux pommes d'or par un terrible dragon qui s'appelait Ladon. J'ai envie de dire, la pelisse, on la retrouve dans la partie basse, justement, de cette horde de la Toison d'Or, c'est un signe. Voilà. Et le dragon, c'est le Spinel que l'on a vu, qui est le protecteur, qui fera partie d'une autre légende, qui est celle de Jason et les Argonautes. Ah, mais là, c'est une autre histoire. Et c'est même assez étonnant, parce qu'effectivement, Jason et les Argonautes vont voler la toison. Et malheureusement, Jaquemin ne l'avait pas prévu. C'est ce qui va, effectivement, arriver, hélas. Donc, c'était peut-être pas une très bonne idée. Donc là, on voit Ladon qui est lové dans son arbre, dans son pommier d'or, effectivement, et qui veille jalousement qui a cette mission de garder la toison, mais malheureusement, il va succomber au charme de Circé, qui va... de Médée, fille de Circé, qui va l'endormir avec des herbes magiques pour que Jason puisse la voler. Mais enfin, partons plutôt donc à la partie bourguignonne, qui est vraiment la symbolique la plus forte, je dirais, de cet insigne de chevalerie, parce que l'ordre de chevalerie de la Toison d'Or a été créé le 10 janvier 1430 à Bruges par Philippe le Bon, lors de son mariage avec Marie de Portugal, et parce que à cette époque-là, on est en pleine guerre de 100 ans, et puis la pucelle de Don Rémy, Jeanne d'Arc, a réussi à refédérer les troupes françaises pour une reconquête très efficace du royaume. Et la Lorraine n'est pas loin du duché de Bourgogne, qui était un État indépendant à cette époque. Et donc, le grand-duc de Bourgogne, Philippe le Bon, qui revendiquait aussi le trône de France, avait peur que certains de ses chevaliers puissent passer au camp adverse, notamment avec le degré de conviction que pouvait avoir Jeanne d'Arc, la question se posait. Alors, pour essayer de sceller les alliances de ces chevaliers, de ces nobles chevaliers autour de lui, donc il crée cet ordre de la Toison d'Or, et les membres doivent jurer devant Dieu une fidélité absolue au duc. Et ce qui va se passer, c'est qu'après moult péripéties, on va, tout comme Ghislain, je vais être assez rapide, finalement, Louis XV sera nommé chevalier de la Toison d'Or en 1747, et donc vous voyez que le roi va vêtir non seulement les habits militaires, mais aussi l'ordre de la Toison d'Or. C'est vraiment un ordre militaire, c'est un ordre de chevalerie qui dit au monde de l'époque, et notamment à l'endroit de l'Autriche et de l'Angleterre, c'est moi le plus riche parce que j'ai 2 diamants bleus, c'est moi le plus puissant parce que j'ai cette symbolique de la Toison d'Or, en plus de l'ordre du Saint-Esprit, bien français, qui avait été créé sous Henri III. Donc il y a vraiment une symbolique très forte de cet ordre de chevalerie, dans lequel, effectivement, Philippe le Bon a mis toute une symbolique, et notamment le besoin d'avoir une pierre bleue en son centre. Et effectivement, jusqu'à présent, beaucoup de nobles utilisaient de l'émail bleu. Ceux qui avaient un peu plus d'argent mettaient un saphir, mais Louis XV met le niveau très haut. Il met le plus gros diamant bleu qu'on ait jamais connu à ce jour dans sa toison. Et ceci va donc attirer des convoitises, et on sait qu'au moment de la Révolution, souvenez-vous, 1792, le grand vol du garde-meuble, et bien finalement, passant par une fenêtre, les voleurs vont voler tout ce qu'ils peuvent, et ils ne vont pas garder intactes les pièces, et l'insigne de la Toison d'Or va être démantelé, les pièces vont être vendues séparément. On sait que le Spinel sera retrouvé un peu plus tard, à part, et retournera en France, où il est maintenant, comme je le disais tout à l'heure, au musée du Louvre, sous sa forme de dragon léonin, comme on le retrouve juste là. Et vous connaissez l'histoire, toutes ces pierres démantelées disparaissent, mais il reste un rêve de l'historien, un rêve du musée, de reconstituer tout ça.
Voilà, donc c'est comme on a essayé de reconstituer le diamant bleu, l'étape d'après, c'était de reconstituer la toison. Voilà. Donc sur le papier, c'était relativement plus facile à faire. Après que nous avons décidé étudier tous les documents que vous avez vus précédemment et résolu toutes ces incohérences sur l'iconographie, on a pu choisir le modèle définitif et donc un gouaché a été exécuté par Pascal Monnier pour le compte d'Herbert Horowitz, que nous saluons ce soir, je suis sûr qu'il nous regarde. Et après, donc les artistes qui ont travaillé pour Herbert, notamment à Genève, ont travaillé très longtemps pour retrouver les gestes anciens, les tailles anciennes, de façon à recréer cet insigne qui, effectivement, qu'on le voit là, maintenant, il nous stupéfait parce qu'on n'est pas vraiment habitué à voir un bijou aussi polychromique, aussi impressionnant, parce qu'il fait 16 cm de haut. Et puis, c'est surtout qu'on a oublié toute la symbolique qui est derrière, mais qui, à l'époque, avait une importance juste extraordinaire. Et c'est ainsi que cette pièce est présentée aujourd'hui, juste en face de nous, dans les collections de l'exposition. Et vous voyez, elle est dans une vitrine qui illustre justement cette avant-garde joaillière à partir du XVIIIe siècle. À partir même du XVIIe siècle, où justement le Jardin des Plantes a été un lieu, de par ses collections d'objets et de plantes exotiques, où beaucoup d'artistes, alors on signale beaucoup les brodeurs, les ferronniers et les ébénistes, sont venus s'inspirer notamment de la flore pour enrichir leur dessin d'artiste, mais bien sûr aussi les joailliers via notamment les bijoux de Giardinetti, petits jardins, qui seront très inspirés du Jardin des Plantes. Et effectivement, nous avons une très bonne nouvelle à vous annoncer ce soir, grâce à la maison Boucheron, et je remercie Hélène Pouly-Duquesne, qui est présidente, directrice générale de Boucheron, mais aussi tous les membres et tous les personnels de cette magnifique maison qui nous a aidés, je dois le dire, dès le début, dès que nous avons commencé à travailler sur les sujets des joyaux de la couronne, puisque un certain nombre de diamants de la couronne ont été en main de cette prestigieuse maison, notamment lors des grandes ventes de 1887. Et grâce aux dons de la maison Boucheron, cette nouvelle toison d'or revient définitivement en France, au muséum ici d'histoire naturelle. Et après l'exposition temporaire Pierres précieuses qui devrait donc se clore le 22 août prochain, elle sera transférée dans l'exposition permanente Trésors de la Terre, où tout un chacun pourra la voir, l'observer, et on espère que vous serez nombreux à venir, amis franco-français de France, mais aussi amis francophones, vous pourrez vous déplacer pour venir nous voir, et nous en serons ravis. Pour en savoir plus, il y a un audioguide qui existe et qui, rassurez-vous, existe de façon virtuelle via justement l'indication que vous avez ici. Il est disponible sur smartphone, pas sur ordinateur, en 3 langues, avec une sélection d'une vingtaine de pièces iconiques qui sont visibles justement depuis cette exposition et qui peuvent nous permettre de découvrir justement les pièces phares de cette exposition dans l'attente de la découvrir ou de la redécouvrir très bientôt. Voilà. Exactement. Pour ceux qui suivent toute l'actualité, la dernière publication en date avant d'autres qui vont sortir, donc vraiment un article assez scientifique sur toutes ces modélisations que nous avons refait, y compris la toison d'or. Et puis, les 3 livres de l'exposition. Tout à fait, tout à fait. Juste ici, il est juste devant moi, justement, en 3 langues, qui vous permet d'avoir un regard complet, justement, sur ce qu'il y a dans l'exposition. Absolument, disponible dans toutes les bonnes librairies, comme on dit, selon la formule consacrée. Nous arrivons ainsi à la fin de notre série, une série de 4 conférences, conversations qui ont été données déjà. C'est déjà fini. C'est déjà fini. Oh, il y en aura d'autres, François, rassurez-vous. Quoi qu'il en soit, dans le cadre de cette exposition, on avait ces 4 thèmes. Peut-être que vous avez suivi les 4. Merci si ça a été le cas de votre fidélité. Sinon, sachez que ces 4 thématiques sont visibles sur les YouTube de l'école et du Muséum national d'histoire naturelle, de façon à les revoir en français ou en anglais, sans le moindre souci. La prochaine thématique sera un joli complément à ce qu'on a pu parler depuis Tavernier, depuis aujourd'hui le Diamant Bleu, puisque nous aurons Léonard et Paul, nos collègues professeurs de l'école, qui vous parleront de l'histoire des joyaux de la couronne de France. J'ai hâte d'écouter. Beau sujet, justement, pour continuer cette thématique. Si vous l'avez apprécié, ce sera la première semaine de mai, si vous voulez tout savoir, et très vite de nouveaux sujets en ligne sur le site de l'école. Maintenant, c'est votre moment. Si vous avez des questions, peut-être vous avez déjà frénétiquement écrit de nombreuses questions, Inésita, qui est avec nous dans le chat, va les envoyer déjà. Oh là là. Alors, on a beaucoup de questions. On va les regarder. Allons-y, François.
On en a 30. Bon, on va devoir faire une sélection, je crois. Sachez que toutes les questions auxquelles on ne peut pas répondre, nous pourrons y répondre via les réseaux sociaux de l'école. Donc ne vous en faites pas, vous aurez réponse à votre question, quoi qu'il en soit. Alors, une première question pour le cristallographe. Donc, bonsoir. Pourquoi les pierres d'un même système, donc sous-entendu cristallin, par exemple le système cubique, cristallisent en des formes différentes, par exemple cubique, dodécaédrique, etc. Bon, c'est à la fois simple et compliqué. C'est que effectivement, quand les atomes s'arrangent entre eux de manière cubique à l'échelle donc atomique tout au départ, il y a après des agencements d'atomes qui sont plus stables que d'autres et ils ne sont pas forcément suivant les agencements d'origine. Par exemple, suivant les facettes du cube à l'origine, il y a certains cas où c'est plutôt des facettes intermédiaires, notamment qui vont remplacer les coins. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir passer du cube vers, par exemple, une forme qu'on appelle l'octaèdre. Donc c'est au fur et à mesure de la croissance du cristal que sa forme risque de changer en fonction de de la composition chimique, des conditions de pression et de température. Pas trop rentrer dans les détails. Par exemple, la fluorite devient cubique à haute température, vers 400 degrés, alors qu'à plus basse température, elle est plutôt cubique. Donc, il y a tous ces ensembles qui vont faire que effectivement, les cristaux peuvent avoir des formes extrêmement différentes, alors qu'à la base, ils ont une même forme. Et celui qui a été à l'initiative, qui a bien compris tout ça, il est juste derrière nous, c'est René Justahui. Et quand vous viendrez dans l'exposition, vous verrez les pièces fondatrices qui ont permis donc de comprendre comment justement un cube peut donner un octaèdre. Et il y a des modèles en bois originels d'Ahui qui sont des chefs-d'œuvre de l'ébénisterie parisienne du XVIIIe siècle. Et ils ne sont pas qu'au musée du Louvre et à Versailles, il y en a aussi au Muséum. Voilà. Alors, dans quel pays a-t-il été découvert? Avez-vous des explications pour sa couleur bleue? Dans quel pays a été découvert le diamant bleu, Ghislain? Alors, à l'époque, la seule source historique de négoce des diamants, c'était l'Inde. C'est Golconde, au cœur de l'Inde. Un peu Bornéo. Un petit peu Bornéo, mais c'est vrai que la plupart des diamants historiques des grandes couronnes d'Europe venaient de cette... Alors, Golconde, c'est une forteresse où il y a différentes rivières qui se relient, et finalement, on avait un certain nombre de diamants qui étaient trouvés, on a l'impression que c'est facile, il y avait qu'à se baisser. Mais quoi qu'il en soit, c'était dans cette zone-là que, sous le contrôle finalement des souverains de Golconde et dans une plus large ombrelle, celle de l'Empire moghol, finalement, les négoces se faisaient et donc certains diamants qui n'étaient pas gardés pour les Indiens passaient les frontières et arrivaient jusqu'à nos contrées. Très bien. Avez-vous des explications pour sa couleur bleue? Je prends la main. Oui, je pense. Ce sera plus précis que ma réponse. Voilà, alors tout à l'heure on a dit que les diamants bleus, comme les violets d'ailleurs, c'est des diamants qui n'étaient pas totalement purs, totalement parfaitement cristallins, et notamment la grande majorité des diamants bleus, en tout cas les diamants bleus qu'on a trouvés en Inde, possèdent des toutes petites infimes quantités de bore. Alors le bore, c'est un élément chimique qui est très proche du carbone, qui est légèrement plus petit, mais qui n'a rien à voir en fait, lorsqu'il s'introduit et il prend la place d'un ou deux autres atomes de carbone, eh bien, il va induire une couleur bleue. Alors, on a réussi à faire les calculs qui ont montré que cela était possible. Après, c'est très compliqué à expliquer. Donc, je crois qu'on va en rester à ce qu'on appelle la phénoménologie. Ça sera plus simple. Alors, quelle est la meilleure hypothèse sur l'état et où l'emplacement actuel du diamant bleu? Alors, le diamant Hope, actuellement... il est à la Smithsonian Institution, qui est le muséum d'histoire naturelle, dans une ombrelle qui est la Smithsonian, de plusieurs musées, à Washington, D.C., donc aux États-Unis. Il a sa salle à lui, si je ne me trompe pas. Oui, la salle, dès qu'on rentre, on ne voit que lui, parce que déjà, il est au centre, et puis il y a tellement de monde tout autour, qu'effectivement, on ne peut pas le rater. Donc à la capitale des États-Unis, à Washington. Voilà. Quelle est l'origine de cette désignation de la toison d'or? Qui l'a inventée? Commencé? Quand? Pourquoi? Alors là, comme je vous ai dit tout à l'heure, je crois qu'on pourrait faire 1, 2, 3 conversations là-dessus. Alors, l'origine grecque, on l'a eu tout à l'heure. Donc, c'est ce mythe du roi Aétès qui récupère la pelisse de Chrysomalos qui s'est sacrifié à Zeus, etc. pour pouvoir occuper le ciel, parce que Chrysomalos s'est pas sacrifié en dépit. Il le voulait, en fait, dans la tradition grecque.
hein, et il a tout fait pour se sacrifier parce qu'il voulait obtenir l'éternité, et la constellation du Bélier est en hommage, selon les Grecs, donc à Chrysomalos. Et donc, voilà d'où vient cette histoire de toison d'or qui était possédée originellement donc par le roi Étès de Colchide, qui était considéré comme le roi le plus riche du monde parce qu'il possédait cette magnifique pelisse en or. Alors, l'autre question. Alors après, pour l'ordre de chevalerie du Moyen-Âge, là, c'est extrêmement compliqué. Les historiens, je suis pas historien, donc je vais simplement répéter ce que les historiens disent. C'est qu'il y a très peu, on ne sait pas très bien pourquoi, Jean de Bourgogne et Marie de Portugal ont choisi cette nomenclature de toison d'or. Il y a des références par rapport à la Bible, où il y a effectivement, à un endroit donné, l'histoire de la toison de Josué, etc. Alors, on pense que c'est peut-être ça. C'est pas clair du tout, en fait. Les historiens sont assez débattus. On est au XVe siècle, où on est aux prémices de la Renaissance. Donc, est-ce que c'est des sources bibliques? Est-ce que c'est des sources grecques? Il y a beaucoup de mélanges et je dirais beaucoup d'interprétations. Oui. C'était surtout un outil politique. C'était un outil politique, mais aussi très religieux, parce que les chevaliers prêtaient serment devant Dieu, bien sûr, justement pour pas qu'ils changent d'avis entre-temps. On leur faisait peur, entre guillemets. Et donc, on voulait fédérer pour de bon contre oui, le exactement. roi de France. Alors, voilà, on ne sait pas trop bien d'où ça vient, mais peut-être que dans l'avenir, il va y avoir des documents découverts qui vont être découverts et qui nous permettront d'en savoir un peu plus. Alors, je reprends parce que les questions n'arrêtent pas, donc... voilà. Donc, la question c'est oui, mais ils perdent beaucoup de carats, ces voleurs du diamant bleu de France. Alors, on n'appelle pas ça le diamant bleu de France. Je sais qu'on voit ça partout. C'est du franglish, c'est French blue qui est traduit en français diamant bleu ou le bleu de France. Alors ça m'horripile, voilà, parce que le vrai nom c'est le diamant bleu, le grand diamant violet de Sa Majesté. C'est vraiment le titre. Mais comme Louis XIV n'existe plus de nos jours, l'appellation est un peu ambiguë, et puis comme violet veut dire bleu, donc il faut vraiment l'appeler le grand diamant bleu de Louis XIV. Alors donc, je reprends la question. Je crois qu'on va pas y arriver parce qu'il y a tellement de questions que là, je n'y arrive plus. Alors oui, ils ont perdu beaucoup de carats. Si, bien sûr, vous avez raison, mais ils voulaient pas être reconnus par la police parce que après le vol du garde-meuble, notamment, une des premières choses que la police française a fait, c'est d'aller à Londres pour aller chercher les pierres. Ils se sont doutés qu'effectivement, ils allaient se retrouver de l'autre côté du Channel, etc. Il me semble d'ailleurs que le Spinel Côte de Bretagne a été retrouvé en Angleterre après. Alors, les premiers indices ont été redécouverts en Angleterre, mais en fin de compte, il était en attente aux Pays-Bas. Il attendait de passer. Non, alors, on ne sait pas trop bien, mais oui, alors ça se pourrait qu'il fait... C'est pas très clair. Les derniers documents qu'on a retrouvés dans les archives de Louis XVIII, par rapport à ce Lancry de la Loyelle qui a ramené la toison d'or à Louis XVIII avant qu'à sa mort, il la lègue au Trésor national, il est vraiment pas très clair. Il a plusieurs versions. Donc, je ne sais pas trop s'il l'a ramené avec lui de Londres, comme il le dit en 1796, ou si plutôt elle avait été expédiée donc à Amsterdam. Et ça, c'est sa deuxième version en 1828. Donc, c'est pas très clair. Alors, je reprends les questions. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, où sont les petits restes qui ont été utilisés? Ils sont dans je sais pas, soit dans la Seine, si c'est un lapidaire français qui l'a retaillé, ou soit dans la Tamise, ou peut-être à mi-chemin. Mais de toute façon, c'est de la poudre. De toute façon, on s'est rendu compte. On a calculé le volume intermédiaire, le volume gâché par la retaille, et ça ressemblait plus à une... vous savez, quand vous pelez une orange, c'est un peu une sorte de fine épaisseur. Donc on ne pouvait rien retailler dessus. Mais c'est vrai qu'il y a des gémologues américains à la fin du 19e siècle qui ont été persuadés que certains diamants, notamment le Pyrrhic Blue de Brunswick, étaient des diamants issus de la retaille du diamant bleu, mais c'est pas possible. Alors... Mais vous êtes très prolixe, vous êtes très en forme ce soir. Donc je remonte parce que j'en ai tellement. Quelles autres questions? On a même envoyé, tellement il y en a. Alors, quelle est l'origine du diamant bleu? Donc c'est Tavernier, en Inde. Alors l'origine géologique, peut-être vous vouliez dire, effectivement, c'est des diamants qui se sont formés dans les très grandes profondeurs, et on pense que maintenant que ces grands diamants de très grande pureté sont même formés aux très grandes profondeurs, plutôt vers 600-700 km de profondeur.
profondeur et qui ont été remontés par volcanisme. Et dans le cas de l'Inde, c'est un volcanisme qui a eu lieu il y a 1 milliard d'années, donc à l'époque où l'Inde ressemblait pas du tout à l'Inde. Et donc, avec la dérive des continents, eh bien, ces gisements ont été remontés vers la surface, ont été érodés et les diamants se sont retrouvés dans des graviers parce qu'en Inde, dans les mines, que ce soit Golconde, Rawalkonde ou Soumelpur, les 3 grands districts diamantifères d'Inde, on est à cette époque-là, en tout cas, on était dans des graviers. Donc voilà, vous savez tout sur la géologie du diamant. Que voulez-vous dire par transformer? Je ne comprends pas ce que la personne voulait dire sur l'herbière blanche transportée, transformée. Peut-on préciser ou détailler? Alors, je ne sais pas... à quel moment est-ce qu'on avait dit ça? Oui, je ne vois pas trop bien. Par transformer, je vois pas trop bien à quel moment on a dû le dire, parce qu'on a dû le dire, ça c'est sûr, mais je vais y réfléchir et puis on va peut-être y revenir plus tard. Pensez-vous, comme Bernard Morel, qu'aucune autre pierre n'a pu être taillée dans le diamant bleu de la couronne? Alors, le diamant bleu de la couronne, c'est encore un autre mot, et je sais que je l'ai utilisé dans mes premiers articles parce que Bernard Morel l'appelle comme ça, mais c'est pas son vrai nom. Le diamant bleu de la couronne a été inventé dans les années 1966 par un certain Twinings, Lord de Twinings. Donc c'est encore il faut plus l'utiliser. Voilà. Mais bon, je comprends. En plus du Hope, non. Donc aucune autre pierre n'a pu être taillée. On vient de l'expliquer. Oui, c'est l'histoire. C'est de la poussière. Non, c'est absolument impossible d'avoir d'autres pierres de cette ordre. Donc le Hope est bien le diamant bleu. Alors oui et non. C'est-à-dire que le facettage est totalement différent, le poids est totalement différent, mais la matière est la même. C'est-à-dire la matière du diamant Hope actuellement, et effectivement provient de la matière du diamant bleu de Louis XIV, du grand diamant bleu de Louis XIV, mais bon, dans lequel il manque les 3 coins. Et il est devenu. Et oui, il est Hope, devenu. en fait. Donc c'est pas la même chose, hein, c'est 2 objets différents. Donc le Hope a-t-il gardé sa forme en étoile et à taille d'origine? Non, justement, les voleurs ont tout fait pour dissimuler, mais c'est caché. Voilà. Le but des voleurs n'était pas de faire un chef-d'œuvre de lapidaire, c'était de réaliser une nouvelle pierre qu'on ne distinguerait pas, justement, et qu'on ne pourrait pas reconnaître. De toute façon, quand malheureusement des voleurs essayent de revendre une pierre, ils savent très bien qu'ils ne pourront pas le revendre au prix du marché. Donc, ils savent qu'ils perdent. Donc, et malheureusement, là, ils ont fait un gros carnage, je dirais, parce que la retaille du diamant Hope, je l'ai eu entre les mains, et ben, c'est pas joli, je peux vous l'assurer. Je crois qu'on va choisir une toute dernière question. Et après, toutes les autres, on y répondra via les réseaux sociaux. Très bien. Est-ce qu'on peut dater le Hope? Ben oui, très bien, 1812. Puisque c'est la première fois qu'il apparaît en 1812. Il a peut-être été taillé quelques années auparavant, mais je pense que c'est vraiment ces années-là. Tout à fait. Merci encore à toutes et à tous pour votre présence. C'était un plaisir. On espère vous avoir pour les prochaines thématiques. Juste avant de nous quitter, un petit film, quelques secondes, qui vous permettra de voir à la fois les œuvres de la maison Van Cleef & Arpels, les bijoux qui sont présents dans cette exposition, à côté des minéraux. Ben oui, je me dois de comparer, de mettre en scène les deux. Et vous avez vraiment ce que j'aime beaucoup, c'est au cœur de l'exposition, vous étiez tous au début, cette vision justement où on passe des minéraux jusqu'aux pièces de la maison et qui mettent justement en scène cette passion des pierres précieuses. Très bien, voilà. Merci encore, à très bientôt. À bientôt.